Bonjour à tous. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes a pointé de graves anomalies concernant la gestion du CNFPT. Le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale. Il est chargé de la formation et de l'accompagnement des personnels des collectivités territoriales. Suite au rapport de la Cour des comptes, la Commission des finances du Sénat a donc décidé de faire un point sur la gestion du CNFPT, un sujet qui intéresse particulièrement les élus locaux. La Commission des finances du Sénat auditionne donc le président du CNFPT et le rapporteur général de la Cour des comptes, une audition présidée par Jean Arthuis. Bien, mes chers collègues, si vous le voulez bien, j'ouvre cette séance d'audition, une audition de suivi d'un nouveau type, puisqu'elle n'est pas organisée à partir d'une enquête réalisée par la Cour des comptes en application de l'article 58, deuxième alinéa de la loi organique sur les lois de finances, mais qu'elle s'appuie directement sur les observations figurant au rapport public annuel 2011 de la Cour. Ces observations concernent le Centre national de la fonction publique territoriale. Elles figurent dans le second tome du rapport de la Cour des comptes, consacré aux suites données aux observations des juridictions financières et plus précisément dans la partie réservée aux sujets sur lesquels la Cour souhaite attirer la plus forte attention car ils correspondent à ce qu'elle qualifie d'urgence à fort enjeu. C'est donc en quelque sorte un carton rouge que la Cour des comptes a attribué au CNFPT après plusieurs mises en garde depuis un premier constat établi en 2003 à l'initiative de la Commission des finances du Sénat, et ce, en application de l'article 58, deuxième alinéa de la LOLF. Il semble à cet égard que le CNFPT ne réagisse qu'avec une certaine lenteur aux observations renouvelées qui lui sont faites sur sa gestion. Cette réactivité, que l'on peut qualifier de défaillante, est un sujet d'inquiétude qui concerne directement les élus locaux et le Sénat qui les représentent. Le CNFPT est en effet financé à 87% par des cotisations obligatoires des collectivités territoriales. Le produit de ces cotisations a augmenté très sensiblement, de même que les dépenses du centre, comme l'observe la Cour des comptes pour la période 2004-2009. Pour autant, les prestations et la performance du CNFPT ne semblent pas avoir suivi la même pente. Nous nous interrogeons donc, au vu de ce constat sévère, sur la réalité du souci de bonne gestion dont ferait preuve la direction du CNFPT et sur la justification d'un taux de cotisation élevé pesant sur les finances des collectivités qui n'obtiennent pas en retour un service à la hauteur de leurs attentes, de leurs exigences. Pour nous éclairer et pour répondre à ces doutes, nous recevons pour la Cour des comptes Monsieur Jean-Marie Bertrand, rapporteur général, président de Chambre, Monsieur Jean-Pierre Bel, président de la 4e Chambre, et Monsieur Jean-Pierre Lafort, conseiller maître. Le Centre national de la fonction publique territoriale est représenté par son président, Monsieur François Deluga, que je remercie d'avoir accepté de venir à notre audition. Il nous a également paru tout à fait opportun de solliciter l'association des maires de France, qui est représentée par Monsieur Daniel Leroy, adjoint au maire de Moussy-le-Neuf, rapporteur du groupe de travail sur la fonction publique territoriale à l'AMF, et suppléant de l'association au conseil d'administration du CNFPT. Pour des raisons aisément compréhensibles, les représentants de l'Association des départements de France ont décliné notre invitation, mais se sont engagés à communiquer une contribution écrite à nos travaux. L'Association des régions de France a également été contactée. Nous avons ouvert cette audition à l'ensemble de nos collègues, également à la presse, afin de préserver une possibilité effective de dialogue et de débat
Je demande que les interventions liminaires de chacun se limitent aux observations principales et la parole sera successivement donnée aux magistrats de la Cour qui interviendront les premiers, à vous, Monsieur le Président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour vos observations sur les analyses présentées par la Cour des comptes, et puis enfin, si vous le voulez bien, aux représentants de l'Association des maires de France. Et puis, chaque sénateur qui le souhaitera pourra enfin poser ses questions et exprimer son opinion. La parole, pour commencer, est donc au rapporteur général de la Cour des comptes, Monsieur Jean-Marie Bertrand. Merci, Monsieur le Président. En tant que rapporteur général, je voudrais en liminaire et très rapidement remettre en perspective le rapport annuel et notamment son tome 2 et l'insertion que nous y avons consacrée au CNFPT. Vous avez sans doute vu que cette année nous avons donné un poids, une attention particulière à ce tome 2 qui est consacré aux suites des observations. Nous avons voulu appeler l'attention sur le soin que nous apportons et la ténacité même au suivi des effets des contrôles antérieurs de la Cour. Nous l'avons fait en traitant de 21 cas et en les classant en trois sous-ensembles. Un premier sous-ensemble de cas pour lesquels la Cour a constaté des progrès sensibles sur des sujets qu'elle avait traités auparavant. En second lieu, un certain nombre de cas sur lesquels elle a souhaité appeler l'attention parce qu'il y avait des éléments, disons, d'inquiétude qui nous laissent à penser que dans ces différentes situations, la voie prise était bonne, mais pour une raison ou pour une autre, les progrès nous semblent devoir être accentués. Et une troisième catégorie, celle pour lesquelles nous avons alerté, parce qu'il nous semble que sur des sujets à fort enjeu notamment, les appréciations, les constatations que nous avions faites dans le passé, parfois de façon répétée, et n'avaient pas été suivies d'effet. C'est dans cette troisième catégorie que nous avons classé le CNFPT, vous savez, avec notamment Corus, le projet informatique de l'État Corus, avec le port de Marseille également. Pourquoi? Parce qu'il nous a semblé que les montants financiers étaient importants, parce que aussi c'est un cas caractéristique où la Cour est revenue à d'assez nombreuses reprises sur le sujet, avec des jugements qui étaient, des appréciations qui étaient critiques et des recommandations assez fortes, et pour autant avec des résultats qui pouvaient être considérés comme décevants. Je vous rappelle simplement que, en ce qui concerne le CNFPT, sans remonter au contrôle de 89 sur le centre de formation des personnels communaux, la Cour a consacré une insertion en 1994 au CNFPT où nous appelions l'attention sur une gestion, je cite, déficiente et coûteuse et une activité d'enseignement marginalisée sur des réformes insuffisantes. Ensuite de quoi, à votre initiative, en 2002, nous vous avons présenté un rapport au titre de l'article 58.2 de la LOLF, qui était un rapport critique et qui a d'ailleurs débouché sur un plan de redressement à l'époque. Nous sommes revenus dans le cadre d'une insertion de suivi dans le rapport public de 2007 à la suite d'une enquête d'actualisation de 2006 et nous revenons cette fois-ci, nous y sommes revenus en 2010. Bref, le CNFPT nous est apparu comme étant un cas où la Cour contrôle régulièrement, émet des observations qui appelaient des réformes et où à chaque fois nous avons constaté que les réformes n'étaient pas à la hauteur de ce que nous pensions normal d'attendre.
une dernière mise en perspective, cette fois très brève, sur les travaux que nous conduisons sur la fonction publique territoriale. Cette insertion prend la suite notamment de travaux que nous avons conduits en 2009, avec la publication en octobre 2009 d'un rapport public particulier sur la conduite par l'État de la décentralisation, et des travaux que nous avons également conduits en 2009 sur les effectifs de l'État, mais en fait avec des comparaisons sur les trois fonctions publiques, sur la période 1980-2008. Je passe la parole à mon collègue Jean-Pierre Bel, qui va traiter maintenant du fond du sujet. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, donc, comme vient de le rappeler Jean-Marie Bertrand, ce sont au total 23 années, entre 1987 et 2010, qui ont été examinées par la Cour avec des constats assez critiques, voire très critiques, et en réponse des engagements qui n'ont pas été tenus ou très partiellement tenus. Et si la juridiction a relevé en tendance une certaine remise en ordre après un passé aussi défaillant, trop d'insuffisances, et souvent les mêmes, persistent en dépit des engagements de redressement. Et désormais, le CNFPT doit à la fois s'adapter à un nouveau contexte, s'engager dans une convalescence d'autant plus courageuse que les véritables obstacles demeurent en grande partie internes. Alors d'abord, pour ce qui concerne le retard dans l'application de la loi du 19 février 2007. L'appropriation tardive du nouveau cadre législatif, le CNFPT s'étant beaucoup consacré à la formation initiale des agents, a porté une attention inégale aux différentes catégories de personnel et de collectivités. Et il apparaît comme un organisme dont le potentiel a été mal mobilisé au service de sa vocation. Et en raison de la complexité de son fonctionnement, il a eu de la difficulté à renouveler sa stratégie et ses pratiques. Or, la loi du 19 février 2007 a introduit des notions nouvelles comme le droit individuel à la formation professionnelle, la validation des acquis de l'expérience, et cette loi a chargé le CNFPT de les mettre en œuvre. Aux formations initiales sont substituées des formations d'intégration, des formations de professionnalisation de plus courte durée. Enfin, la gestion des concours des agents de catégorie A a été transférée aux centres départementaux de gestion à compter du 1er janvier 2010. Les missions du centre sont donc désormais recentrées sur la formation, mais comme cette formation est sensiblement redéfinie, le dispositif de production de formation se trouve profondément affecté, notamment les écoles. Et la réforme de la formation par cette loi de 2007 était l'occasion de lancer des réformes majeures de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement. Alors que ni les moyens financiers ni les moyens humains ne lui faisaient défaut, le CNFPT est resté en attente. Ce n'est qu'en septembre 2010 qu'il a adopté, après une concertation approfondie, un projet national de développement dont nous aurons l'occasion de reparler. Ce projet vise enfin à imposer de nouveaux objectifs, vise à satisfaire les demandes nouvelles et vise aussi à remédier aux insuffisances de la gestion. Quelles sont les adaptations nécessaires en termes de méthode et de format? La Cour appelle à un renouvellement de l'ingénierie de formation, notamment par des actions territorialisées, plus individualisées, mettant enfin en œuvre une dématérialisation des procédures et des formations. Ce renouvellement ne peut se faire que par un renforcement des liens avec les collectivités locales, une ouverture à des partenaires extérieurs, qu'il s'agisse des réseaux professionnels, des universités en particulier, et la transformation des écoles qui ont perdu l'essentiel de leur plan de charge avec la réforme de la formation initiale, en un réseau d'instituts organisés comme des pôles de compétences spécialisés, ne lève pas toutes les interrogations de la Cour sur ce qui ne doit pas être seulement un plan de sauvegarde des structures. La forte inégalité d'activité des 4 ENACT a été de longue date soulevée par la Cour. La situation de celle de Dunkerque et dans une moindre mesure
de celle de Nancy étant particulièrement critique. Alors, quelle conjonction d'une ressource en expansion, d'une activité stagnante, d'ambition immobilière et d'une gestion insuffisamment rigoureuse. D'abord, l'aisance financière croissante. En raison du décalage entre les charges et les produits, du fait notamment des transferts de personnel de la décentralisation, le résultat positif à compter de 2003 s'est continuellement accru jusqu'en 2008. Il a été multiplié par 4 en 7 ans. L'exercice 2008 est excédentaire de plus de 35 millions d'euros en raison d'une poursuite de l'augmentation des produits, en particulier des cotisations, conjuguée à une réduction des charges qui résulte d'une diminution de l'activité. L'exercice 2009, excédentaire de plus de 33 millions d'euros, a consolidé cette évolution. Et les bilans illustrent cette situation. L'accroissement des fonds propres, les disponibilités abondantes, l'endettement réduit. En 2009, les fonds propres atteignaient 326,7 millions d'euros. Se confirme ainsi le constat antérieur fait par la Cour d'une aisance financière procurée par la progression des ressources statutaires de l'établissement. Ensuite, l'incapacité à développer l'activité à la mesure de la hausse de la ressource. De 2004 à 2007, le centre n'est pas parvenu à accroître son activité proportionnellement à ses recettes. Cette incapacité s'est aggravée en 2008 avec une baisse de 7,8% du nombre de journées formation stagiaire, le centre n'ayant pas réussi à compenser l'importante réduction des formations initiales, pourtant annoncée, par une augmentation de son offre de formation continue, même si un certain redressement est intervenu en 2009. De 2004 à 2009, le nombre des journées de formation stagiaire s'est accru de 24%. Mais dans le même temps, les effectifs de la fonction publique territoriale, enrichis des personnels transférés dans le cadre de l'acte 2 de la décentralisation, ces personnels donc ont augmenté de 28% et le produit des cotisations encaissées par le CNFPT a augmenté, pour partie de ce fait, de 40%. Cette progression modeste de l'activité de formation se conjugue avec 3 caractéristiques négatives déjà relevées par la Cour: la quasi-absence d'évaluation des formations, la persistance du refus de stage et le maintien d'un taux d'absentéisme élevé de la part des stagiaires. Dans le même temps, des ambitions immobilières. La politique immobilière ambitieuse du CNFPT devrait lui permettre d'utiliser ses abondantes réserves, même si ce sont des objectifs autres qui sont mis en avant par l'organisme. Selon le plan d'investissement immobilier par le conseil d'administration en février 2010, les dépenses sur la période 2009-2013 sont évaluées à plus de 150 millions d'euros, soit plus de 30 millions d'euros par an. Cela revient à plus que doubler les dépenses du centre en ce domaine et concerne tant des opérations de construction que des travaux de rénovation, le regroupement dans un immeuble unique des 3 implantations du siège à Paris, dans le 12e arrondissement, pour lequel seule l'acquisition d'un immeuble dans la capitale intramuros a été envisagée, est la première illustration de cette politique. À lui seul, le coût de cet immeuble serait d'environ 70 millions d'euros. La Cour estime en outre que le centre sera de plus en plus contraint de supporter des dépenses de maintenance qui seront non négligeables. Or, la maintenance immobilière, organisée différemment selon les sites, n'apparaît ni pilotée ni programmée, et les réflexions annoncées sur ce sujet sont d'autant plus nécessaires que croissent les obligations nouvelles des propriétaires en matière de mise aux normes de leurs bâtiments. Alors, pour ce qui concerne la gestion, que nous avons qualifiée de peu rigoureuse, la Cour explique que l'abondance des ressources n'est sans doute pas étrangère au laxisme de la gestion, en particulier dans les domaines des achats de formation, de la logistique et des ressources humaines. Dans un établissement où la responsabilité a été peu reconnue
et peu sanctionné, le CNFPT a tenté d'assurer la qualité de la gestion par la mise en place, par le siège, d'instruments et de procédures qui se sont voulus contraignants, mais sans outils d'information en mesure de délivrer rapidement et systématiquement des indications simples. Le projet national de développement, qui comprend des projets de direction et la création d'indicateurs de suivi, d'évaluation des structures, devrait désormais contribuer à un pilotage plus efficace. Il pourrait être aidé par la mutualisation des fonctions logistiques et administratives entre délégations régionales de petite taille, mutualisation que le centre se refuse à envisager. Une réflexion devrait également être engagée sur le maintien de l'exercice en régie de prestations d'hôtellerie, de restauration, pour un coût plus élevé que ce qui existe lorsque les prestations sont sous-traitées à un intervenant extérieur. Enfin, un établissement de la taille du CNFPT aurait dû disposer d'un service d'audit interne à même de vérifier la bonne application des directives du siège, d'apprécier la pertinence des indicateurs, de formuler des recommandations et d'en suivre l'application. Et la Cour prend acte de l'engagement de se doter d'un tel service. Ensuite, la Cour observe que la gestion des activités de formation doit être revue. Le CNFPT a fait le choix de ne pas avoir un corps interne d'enseignants, mais de recourir à des prestataires extérieurs, qui sont soit des intervenants individuels, soit des associations ou des entreprises spécialisées, avec lesquelles il conclut des marchés de formation. Au-delà du respect des procédures mises en place par le siège pour normaliser formellement la commande publique, les structures méconnaissent trop souvent la nécessité de définir rigoureusement les besoins, d'élargir le vivier des intervenants au-delà du cercle des habitués du CNFPT, de maîtriser les coûts pédagogiques et logistiques, et enfin, d'évaluer les formations dispensées. Les règles de la commande publique sont loin d'avoir été parfaitement respectées dans toutes les délégations régionales au cours des années 2006 et 2008. Dans certains cas, il n'y a eu aucune procédure de mise en concurrence et de passation de marchés publics. La plupart du temps, la formalisation de la commande publique, qui conduit au renouvellement des mêmes intervenants, n'est qu'un habillage, quand bien même les montants en cause seraient très importants, comme c'est le cas à l'INET. Rares sont les démarches d'engagement vers un renouvellement substantiel des intervenants. Et encore, pour apprécier toute l'étendue des rentes de situation ainsi constituées, faudrait-il que le système informatique de recensement des intervenants permette de remonter avant l'année 2000. L'établissement vient d'engager un audit de ces marchés de formation. Cette prise de conscience est devenue particulièrement nécessaire tant au regard de l'exigence de régularité que de l'évolution de la formation elle-même. En effet, des dérives punissables pénalement ont été relevées dans l'insertion de la Cour, l'une d'entre elles ayant fait l'objet d'ailleurs d'un dépôt de plainte. Plus généralement, certaines pratiques relevées par la Cour seraient de nature à mettre en cause la responsabilité de l'ordonnateur. Par ailleurs, les nouvelles orientations du plan stratégique comportent un risque de renchérissement des coûts avec le raccourcissement des sessions de formation, la professionnalisation, la territorialisation, l'individualisation et la diminution des effectifs par session. S'agissant des intervenants individuels, leur renouvellement continue à être tout aussi faible. Certains sont des quasi-salariés à mi-temps de l'organisme. La Cour relève également, au vu des contrôles des pièces justificatives des régies d'avance, que les frais de déplacement qui leur sont servis le sont en méconnaissance de toute notion de coût par économie et pour un gain de temps, selon les termes même des ordres de mission. Le remboursement en véhicule individuel de toute puissance fiscale, dans l'ignorance de l'existence des transports publics, y compris des liaisons ferroviaires rapides. Cette ignorance est systématique. Des cas de remboursement excessifs ou des présomptions de fraude ont été relevés. Pour ce qui concerne la politique des ressources humaines, la Cour a relevé 3 points faibles.
Peu d'évaluation, peu de mobilité, peu de formation. Le CNFPT, confronté à la difficulté de la gestion de plus de 2200 agents, répartis dans de multiples structures, et au risque d'une confusion entre cette gestion et le paritarisme de son fonctionnement institutionnel, donc le CNFPT ne s'est pas doté d'une véritable politique de ressources humaines. Ce point a été constamment relevé dans les communications successives de la Cour à travers de nombreuses observations qui conservent leur pertinence jusqu'en 2010. Si la mobilité de l'encadrement supérieur a été réelle, parfois grâce au recours à des compétences extérieures, tant au siège que dans les écoles et les délégations, il n'y a aucune cotation des postes en fonction de l'importance de responsabilités exercées. La gestion de l'encadrement intermédiaire n'est pas différente de celle de l'encadrement supérieur, la mobilité en moins. En tout état de cause, la mobilité interne demeure extrêmement faible. La caractéristique du régime indemnitaire établi en application des textes relatifs à la fonction publique territoriale et des délibérations du conseil d'administration est la fixation des indemnités au plafond prévu et donc l'absence de toute modulation en fonction de la manière de servir et des résultats obtenus. Tel est en particulier le cas de l'encadrement supérieur. Le CNFPT n'a tiré aucune conséquence du passage de la notation à l'évaluation, tenant compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés aux agents, l'absence totale de modulation du régime indemnitaire n'y incitant sans doute pas. Le nouveau directeur de l'INET a été le premier cadre à recevoir en 2010, lors de sa nomination, une lettre de mission lui confiant la réorganisation du réseau des instituts. Cette pratique, jusqu'alors inconnue, devrait être généralisée. Si la situation en matière de formation interne s'est améliorée au cours de la décennie par rapport au constat fait par la Cour en 2002, elle n'est pas encore à la mesure de sa vocation. Ce n'est qu'en 2009 que le CNFPT a décidé de se doter d'un schéma pluriannuel de formation, d'un plan de formation et d'un centre de formation interne. Pour ce qui concerne les effectifs, avec quelques singularités que nous considérons comme critiquables. D'abord, l'importance de l'effectif contractuel. Le nombre total de postes permanents s'est continuellement accru au cours des dernières années, comme cela a été dit. De 2004 à 2008, ce nombre est passé de 2043 à 204 postes, plus 8%. Or, une partie de ces postes est occupée par des agents contractuels, au nombre de 122 fin 2004, de 130 fin 2008. Déjà 20 minutes ? C'est terrible, le temps passe vite. Je vais essayer d'abréger. Sujet qui a déjà retenu l'attention de la Cour. Alors que le CNFPT ne manque pas de personnel, mais parce qu'il ne se met pas en situation de les former, de les faire changer d'affectation, de leur assurer un parcours de carrière, il s'estime contraint de recruter des agents contractuels, y compris dans des domaines non techniques. Concernant le nombre des emplois fonctionnels, cette situation n'a pas changé depuis le dernier contrôle de la Cour. Elle l'a conduit à renouveler ses observations antérieures sur le nombre excessif d'emplois fonctionnels, ainsi que sur l'adéquation entre le nombre de postes d'encadrement, voire d'encadrement supérieur, et le niveau des responsabilités réellement exercées. Je passe sur le poids historique du siège, qui regroupe plus de 15% de l'ensemble des agents, avec 387 agents. Un tel effectif résulte en partie de l'histoire et du mode de gouvernance. Et face à cette situation, la réorganisation des missions qui devraient être assignées au siège paraît ne pouvoir se réaliser que dans le cadre d'un redéploiement. Enfin, l'intégration encore incomplète des agents des CDG. La Cour avait déjà critiqué ce recours important et irrégulier à l'embauche de ces agents. Entre 2005 et 2009, ce mode de recrutement s'est fortement accru, la charge correspondante évoluant financièrement en conséquence. Il en est résulté un volant supplémentaire d'environ 110 agents affectés au siège et dans les structures. Les postes occupés par ces agents ne figuraient pas dans le tableau des emplois votés par le conseil d'administration. Une première clarification a été engagée en 2009 avec l'intégration au budget 2010 de 59 agents.
Cette procédure de régularisation par intégration n'est donc cependant réalisée qu'à moitié. Pour ce qui concerne des avantages sans justification ou irréguliers, les logements, le conseil d'administration a fait usage des dispositions légales pour attribuer des logements pour nécessité absolue de service ou pour utilité de service. Certains directeurs régionaux, à des membres de la direction générale, la Cour estime que le coût global de ces avantages est élevé pour l'organisme. Comme elle l'avait déjà relevé, aucune des fonctions exercées au sein du centre ne justifie l'octroi d'un logement pour nécessité absolue de service qui ne doit être attribué que lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans des bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Quant aux concessions de logement pour utilité de service, au nombre de 16 à la fin 2009, elles ne présentent pas clairement un intérêt certain pour la bonne marche du service. Le comité des œuvres sociales, le centre contribue à hauteur d'1 300 000 € au fonctionnement d'un comité des œuvres sociales. La subvention versée à une structure externe est en partie utilisée pour financer, en dehors de la caisse publique, des prestations qui incombent à l'employeur, en l'occurrence des indemnités professionnelles, comme une prime à la mobilité, une prime de départ à la retraite, ainsi que la cotisation à un contrat de prévoyance pour le maintien de la rémunération. Sur ce dernier point, comme l'a confirmé l'analyse transmise par le ministère de l'Intérieur à la Cour, le montage est irrégulier. Pour ce qui concerne les relations sociales, et j'en terminerai quasiment sur ce point, les informations communiquées à la Cour sur les moyens affectés à l'exercice de la fonction syndicale interne sont inversement proportionnelles à l'importance présumée de ces relations dans un établissement public comme le CNFPT. En particulier, le Centre n'a pas fourni à la Cour, ni au cours de l'instruction, ni à la suite de l'audition de son président, le protocole conclu en 1990 avec les organisations syndicales qui lui a été expressément réclamé, alors qu'il avait indiqué par écrit avoir cherché à le renégocier en 2000. Ce protocole étant introuvable, il en résulte que les pratiques observées ne peuvent être aujourd'hui fondées que sur l'usage et la coutume. De plus, le siège ne centralise pas les données relatives aux facilités accordées en application de la loi et de ce soi-disant protocole. Or, il ressort des éléments recueillis par la Cour que les montants en cause ne sont pas négligeables. Et je conclus. La Cour prend acte du processus interne de redéfinition d'une stratégie dont l'absence était vivement ressentie dans l'établissement public, ainsi que de la volonté affichée d'améliorer la qualité de la gestion au moyen de la mise en œuvre préalable de nombreux audits. Ces audits doivent être en mesure de proposer une amélioration de la qualité de la gestion, de dégager des économies de fonctionnement. Les réformes annoncées doivent se concrétiser et ne pas rester au stade de simples mesures correctrices, comme la Cour le constate et le critique depuis désormais 15 ans. Il n'en demeure pas moins qu'au cours de la période récente examinée par la Cour, l'abondance de la ressource a, à nouveau, rendu possible une gestion insuffisamment rigoureuse et n'a pas permis un développement correspondant de l'activité de formation. La Cour considère en conséquence que le montant de la cotisation perçue par le CNFPT, fixé une fois pour toutes par son conseil d'administration en 1988 au montant plafond de 1% des traitements de la fonction publique territoriale, doit être adapté à ses besoins et à son activité selon une périodicité à déterminer et un taux à fixer par le législateur. Et toutes ces observations conduisent la Cour à formuler 6 recommandations, dont 5 recueillent l'accord du CNFPT, comme en témoigne sa réponse qui figure dans le rapport public annuel de la Cour, recommandations dont elle ne manquera pas, le moment venu, de s'assurer de la prise en compte. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, voilà un ensemble d'observations qui tentent à démontrer que lorsqu'on a trop d'argent,
la qualité de gestion s'en trouve quelque peu affectée. Et donc la préconisation, c'est de baisser la cotisation, ce qui n'est pas contraire à la santé des finances des collectivités territoriales, et de voir ensuite quel usage on fait d'une ressource plus rare. Alors, après ce réquisitoire, je vais donner la parole à Monsieur le Président du Centre national de la fonction publique territoriale, qui aurait pu venir avec son prédécesseur, puisque vous avez pris vos fonctions en 2009, Monsieur le Président. Alors, qu'avez-vous à répondre à ce qu'on pourrait appeler presque un réquisitoire de la Cour? Oui, Monsieur le Président, d'abord merci pour cette invitation. Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la 4e Chambre, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous remercie de l'intérêt, et je ne mets pas d'humour là-dedans, que vous manifestez à l'égard du CNFPT en continuant à suivre année après année ces évolutions. Et je vous remercie de me donner l'occasion de rendre compte directement de sa situation, des changements que j'ai engagés depuis le début de mon mandat, dont vous avez rappelé qu'il avait démarré en 2009, c'est-à-dire postérieurement à la période que vous avez examiné, et de tracer les grandes lignes de l'avenir de la mission qui a été confiée à l'établissement au service des collectivités locales et de tous les agents de la fonction publique territoriale. Permettez-moi simplement une petite remarque avant de rentrer dans le vif du sujet. Cette année, les procédures de publicité des travaux de la Cour ne se sont pas ordonnées dans les mêmes conditions que lors du précédent contrôle. Nous en avons d'ailleurs tout à l'heure discuté et j'ai eu quelques explications. Puisque j'avais ce matin un conseil d'administration du CNFPT et je n'ai pu organiser le débat sur les observations de la Cour puisque je ne l'ai toujours pas reçu à ce jour, mais on m'a indiqué ce matin qu'il y avait eu un problème d'adressage. Et donc, au prochain conseil d'administration, nous l'examinerons. Il sera donc plus facile pour moi de pouvoir avoir un débat interne et un débat public sur ce sujet. Je suis sur un certain nombre de sujets un petit peu en désaccord avec les positions qui ont été prises, mais je ne veux pas y revenir dans le détail, ce serait trop long. Moi, je me réjouis du contrôle de la Cour, régulier, du suivi qui est fait de la mise en œuvre de ces contrôles, parce que c'est un instrument utile pour l'établissement, pour améliorer sa gestion et pour améliorer la gestion publique en général. Le rapport précédent, le présent rapport, donc je le dis, concerne la période 2004-2008 et je peux en témoigner. André Rossineau, à la suite du contrôle de 2002, avait pris des engagements, vous les avez rappelés, concernant la gestion du CNFPT dans sa réponse à la Cour, engagements qu'il avait présentés à votre commission dans son audition du 14 mai 2003. Et durant 3 ans, mon prédécesseur a présenté à chaque séance du conseil d'administration du CNFPT un rapport sur la réalisation de ces engagements. Ce travail a d'ailleurs été constaté par Monsieur Auriol, conseiller maître à la Cour, qui était venu vérifier le suivi et qui s'est exprimé à l'occasion d'un rapport de suite en 2006, c'est-à-dire au milieu de la période examinée aujourd'hui. Que s'est-il donc passé depuis cette audition du 14 mai 2003 ? J'ai lu le compte-rendu de votre commission avec beaucoup d'attention et j'y ai trouvé quelques éclairages que je souhaiterais rappeler avant d'aborder de manière précise le rapport de la Cour. La genèse de la loi de 2007 tout d'abord, qui est quand même un petit peu au cœur de votre rapport. La Commission avait entendu les préconisations du président de section de la Cour des comptes qui avait conclu qu'il fallait soit déplafonner le taux de la cotisation de 1% de la masse salariale, ce que je comprends par l'augmenter, soit déplacer la frontière entre formation initiale et formation continue. C'est bien cette dernière proposition qui constitue l'essentiel de la loi de 2007 que nous sommes en train de mettre en œuvre. Cette loi porte sur 2 sujets principaux, un nouveau partage des compétences entre centres de gestion et CNFPT, confiant aux centres de gestion l'essentiel de la gestion des concours, à l'exception des A+, et des FMPE, les fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Cette nouvelle répartition a pour effet de recentrer le CNFPT, vous l'avez dit, sur les activités de formation.
Leur redéfinition constitue le deuxième grand volet de la loi, avec principalement une nouvelle organisation des formations statutaires. Les formations initiales deviennent formations d'intégration. Elles sont drastiquement réduites pour les A et les B et étendues aux catégories C. Elles sont complétées par des formations de professionnalisation utilisées régulièrement tout au long de la carrière et au moment de la prise de nouvelles responsabilités. De nouveaux dispositifs ont été arrêtés comme le DIF, par exemple, qui garantit à chaque agent un volume de 2 jours par an de formation cumulable. Du côté des collectivités, c'est à nouveau au plan de formation que l'on recourt, et j'y reviendrai, c'est important pour l'établissement. Il est prévu depuis la loi de 2004, mais il faut bien reconnaître qu'il était très peu pratiqué. La collectivité employeuse se voit donc à nouveau investie d'une mission précise dans la gestion des demandes de formation des agents et manifestement, la mise en œuvre au niveau de l'ensemble des collectivités, des DRH et des directions générales de cette disposition n'a pas, c'est un euphémisme, encore atteint son régime de croisière. Et d'ailleurs, le précédent secrétaire d'État en charge des collectivités m'avait demandé, et j'ai répondu favorablement, puisque nous lançons cela dans quelques mois, un grand plan de communication et d'information des collectivités territoriales sur la mise en œuvre de ces plans de formation. La loi de 2007 a donc totalement suivi vos recommandations, y compris dans le détail de la restructuration de la répartition des formations. Et c'est une introduction importante puisqu'elle détermine l'évolution de l'établissement. Je voudrais maintenant en venir directement au rapport de la Cour. La Cour regrette que le CNFPT ait été lent dans ses réactions à l'adoption de cette nouvelle loi. Je pense que ce n'est pas tout à fait la réalité. Dans bien des domaines, l'établissement a même anticipé la loi dont il suivait attentivement l'élaboration. Ainsi, les transferts au centre de gestion ont été préparés. Un site internet collaboratif a été ouvert afin de transmettre aux centres intéressés toutes les connaissances sur les compétences transférées, y compris nos procédures. Au jour prévu, l'ensemble des dossiers individuels des fonctionnaires momentanément privés d'emploi a été adressé à leur nouveau gestionnaire. Cette préparation parfaite n'a pas empêché l'établissement d'assurer la continuité du service public des concours et de continuer à prendre en charge les activités transférées en attendant que les centres de gestion soient effectivement en capacité de le relayer comme nous le demandait la DGCL. Tout le processus de transfert s'est fait avec bonne volonté dans un esprit de collaboration, alors même, je vous le rappelle, que l'environnement des centres de gestion a pu être instable dans cette période. Loin de chercher à tirer parti de cette instabilité, j'ai toujours pour ma part plaidé pour la réunification de la FNCDG et le vice-président du CDG Gironde que je suis y a contribué concrètement au niveau national. Il y aurait pourtant matière à contentieux et à rancœur, et je vais parler des emplois, des 110 emplois que vous évoquez. Ainsi, par exemple, lorsque la loi prescrit le transfert de l'activité concours et gestion des FMPE, elle l'accompagne du versement au CDG des moyens financiers que l'établissement consacrait à ces activités, à peu près 18,5 millions d'euros. On compte dans ces moyens financiers le coût de ces personnels qui y sont affectés, mais la loi ne prescrit pas le transfert de ces personnels alors que c'est la pratique habituelle dans le cas banal d'un transfert d'une compétence d'une commune à une intercommunalité par exemple. Le CNFPT doit donc non seulement redéployer quelques 110 agents en sureffectif, mais en plus indemniser les CDG des charges de ces mêmes personnels. C'est d'une certaine façon une double peine financière qu'il est tout de même difficile de nous reprocher. Vous avez évoqué à ce propos-là l'intégration de 59 emplois, et j'y réponds tout de suite, qui correspondaient à des contrats de prestation avec les CDG. C'est différent de ces 110 emplois, c'est en plus, et nous avons terminé la totalité, 100% de ces intégrations au 31 décembre 2010. L'établissement a su également accompagner la mise en place des nouvelles formations d'intégration des agents de catégorie C dans des conditions étonnamment rapides et la satisfaction générale. En 2010, le CNFPT a ainsi organisé 15 586 journées de formation au profit des agents de catégorie C, ce qui représente 225 000 jours formation stagiaire, soit 52 000 agents nouvellement intégrés dans la fonction publique territoriale. Le CNFPT a utilisé dans cette circonstance les avantages de son unicité, et j'insiste là-dessus. Le contenu de ces formations a été conçu en totalité nationalement.
des outils et des scénarios pédagogiques ont été produits, un dispositif de recrutement et de formation des formateurs a été élaboré, un plan d'organisation de ces formations au plus près des collectivités a été mis en œuvre. L'établissement n'est jamais aussi efficace lorsqu'il travaille ainsi à l'unisson. Demain, j'estime, et c'est une partie de la réponse à vos interrogations, que plus de la moitié de nos formations bénéficieront d'une telle conception collective et nous mettons d'ores et déjà en place un dispositif d'évaluation de la qualité. Nous en avons arbitré ce matin au conseil d'administration les grands principes et des effets de nos formations qui va être présenté cet été au congrès de la Société française d'évaluation. Depuis mon élection, il y a moins de 2 ans, j'organise le déploiement de ce travail collaboratif indispensable pour trouver l'efficacité qui nous permettra de satisfaire les besoins considérables des collectivités et des agents. D'abord, en mobilisant l'ensemble des cadres de l'établissement autour de valeurs républicaines et en définissant des priorités fédératrices que j'ai eu l'occasion de développer à Angers en 2009. Premièrement, conforter et garantir la qualité des formations statutaires. Deuxièmement, réduire les inégalités d'accès à la formation, en particulier pour les catégories C et pour les techniques. Troisièmement, contribuer à l'amélioration de la gestion publique locale et faire vivre les valeurs du service public local. Quatrièmement, développer de nouveaux champs de coopération et d'ingénierie. Et cinquièmement, promouvoir le développement durable dans la formation et la gestion de l'établissement. À partir de ces priorités politiques et de leur connaissance des besoins des collectivités, les instances nationales du CNFPT ont élaboré des orientations pluriannuelles de la formation adoptées en avril 2010 et vous avez souligné que c'était les premières orientations pluriannuelles de formation moins d'1 an après mon élection. Enfin, l'ensemble de l'encadrement de l'établissement a été mobilisé pour effectuer la déclinaison de ces orientations politiques en termes opérationnels et organisationnels. Leur travail a été approuvé par le conseil d'administration qui a adopté en septembre 2010 un projet national de développement auquel vous avez fait référence et dont vous avez indiqué qu'il était un instrument d'adaptation, de mise en œuvre de la nouvelle politique du CNFPT. Depuis, chacune de nos structures régionales ou de nos directions nationales a élaboré son projet de développement à partir du texte national et nous sommes aujourd'hui, puisque l'ensemble de ces documents ont été adoptés, en mesure de mettre en place de manière opérationnelle ce changement dans l'ensemble des structures de l'établissement. C'est la première fois que nous avons des orientations pluriannuelles de formation, un plan national de développement et des projets régionaux de développement et des projets de services de développement en parfaite cohérence et qui nous permet, en temps zéro, de lancer une réforme de l'établissement et une adaptation de nos réponses aux demandes des collectivités. Ces feuilles de route, car ce sont des feuilles de route, définissent avec précision notre nouvelle organisation où chaque collectivité doit trouver dans sa délégation régionale un interlocuteur unique porteur de l'offre de services et de formation de l'ensemble de l'établissement public. Nous avons fait le choix de la simplification en nous présentant en fonction des intérêts et des besoins de nos utilisateurs et non en fonction de notre organisation. Je vérifie régulièrement la pertinence de ces choix en allant les présenter aux élus et aux fonctionnaires de direction des collectivités au cours de visites régionales au rythme d'1 par mois. En presque 2 ans, j'ai déjà visité la moitié des régions, rencontré beaucoup d'élus et de grandes collectivités. Ces visites sont aussi un bon indicateur de la reconnaissance de la qualité du travail des délégations régionales et de la mutation en cours appréciée et reconnue par les collectivités. Je ne parle ici que de l'énergie que nous avons mobilisée pour impulser la nouvelle politique du CNFPT. Nous énumérons dans nos réponses, que je ne reprendrai pas, à la Cour tous les audits et formalisations de procédures que nous avons lancées, qui s'achèvent ou qui se poursuivent. La Cour les connaît, elle nous en donne acte tout au long d'ailleurs de son rapport d'observation préliminaire, vous l'avez rappelé sur quelques points. Sur 6 recommandations formulées par la Cour, 5 étaient déjà mises en œuvre ou prévues avant même la remise du rapport de la Cour, même s'il y a au sein de ces 5 orientations quelques points ponctuels de désaccord ou de remarques sur lesquels qui nous paraissent mal appréhendés. Cela dit, globalement, nous avons lancé par exemple l'audit et la restructuration de la direction des ressources humaines que vous évoquiez tout à l'heure. La publication d'un arrêté d'organisation des services validé en CTP, des lettres de mission sur les nouvelles fonctions de direction, la création d'une fonction correspondant RH dans chaque structure, un audit de la fonction achat
pour effectivement avoir une maîtrise plus efficace et plus rigoureuse de la commande publique. Un audit et une restructuration du système d'information avec le recrutement d'un directeur des systèmes d'information de très haut niveau. Nous avons aussi travaillé au travers des dispositions du projet national de développement avec l'adaptation de la production, le dialogue avec les collectivités, la rénovation de l'offre et de l'ingénierie de formation, le perfectionnement des outils de gestion, une meilleure maîtrise des dépenses, un cadrage et un contrôle de la gestion des intervenants que vous évoquiez tout à l'heure. Et pourtant, permettez-moi d'être un petit peu comme l'était la présentation à la presse, et pourtant carton rouge, comme un mauvais joueur qu'on voudrait exclure du terrain. J'ai beau expliquer à mes agents dans notre journal interne que ce n'est qu'une image, c'est bien le sens de ces mots et des explications que donne le premier président de la Cour, ce sont les structures qui persistent à refuser de mettre en application les prescriptions de la Cour. Quel refus ? Il y a incontestablement eu des dérives de gestion, particulièrement dans les débuts de l'établissement, et vous les avez rappelés. Il y a toujours, ici ou là, des scories de gestion et il convient de les régler et je puis vous assurer que je suis particulièrement vigilant. Vous avez d'ailleurs rappelé qu'une plainte avait été déposée. C'est un des actes premiers que j'ai fait lorsque j'ai été élu président du CNFPT. C'est donc moi qui ai déposé cette plainte. La révélation de tous ces dysfonctionnements ou dérives a suffi à mettre un terme depuis 2002 et depuis, contrôle après contrôle, la qualité de la gestion s'améliore. J'ai lu tous les rapports de la Cour et je considère vraiment que les deux derniers ne méritent pas cette qualification de résistance à la mise en œuvre des préconisations du contrôle de la Cour. Certes, certaines situations critiquées ne varient pas, j'en conviens, mais ce sont généralement celles qui ne dépendent pas de l'établissement. Ainsi, et vous l'avez évoqué, le nombre d'emplois fonctionnels. Il est défini par la loi. Tous nos postes de directeurs régionaux sont des emplois fonctionnels. Et ce n'est pas le président du CNFPT ou son conseil d'administration qui peuvent changer cela. Et d'ailleurs, je ne le demande pas, je ne le proposerai pas, je défends au contraire cette position car le statut particulier des emplois fonctionnels est nécessaire pour responsabiliser les managers. C'est un levier mobilisable lorsqu'ils oublient leurs obligations au point de générer des dysfonctionnements. Lenteur dans la mise en œuvre de la loi, j'en ai parlé plus tôt, mais ce que conteste la Cour, c'est qu'alors que le CNFPT connaissait la baisse de volume à venir des formations initiales, il a maintenu les 4 écoles en service et la Cour, vous venez de le refaire, en précise 2 comme étant en situation de sous-activité manifeste. Je crois que nous devons reconnaître, mon prédécesseur et moi, que ni l'un ni l'autre, nous ne nous sommes précipités sur des décisions de fermeture. En effet, si le volume des formations initiales des agents de catégorie A a diminué avec la loi de 2007, celui du volume de leur formation statutaire a été maintenu avec l'introduction des formations de professionnalisation tout au long de la carrière. La baisse constatée du volume de formation réalisée en école, ou plutôt en institut, puisqu'il s'appelle désormais les Instituts nationaux d'études spécialisées territoriales, INSET, est conjoncturelle, et je tiens à insister sur ce point. Les formations réalisées auparavant, de façon groupée, au moment de la nomination, et assez unanimement critiquées, y compris dans cette Assemblée, au Sénat, pour la gêne qu'elle provoquait au moment des prises de poste, se réalise maintenant sous forme de formation de professionnalisation tout au long de la carrière et petit à petit s'ajoutent aux formations d'intégration et viennent faire remonter la production de nos écoles. Prendre des décisions de fermeture pour compenser un mouvement de baisse dont on sait à l'avance qu'il est conjoncturel aurait été une décision que, pour ma part, je considère comme inconséquente. Nous avons préféré utiliser l'énergie momentanément libérée pour mettre en œuvre la refonte de notre réseau de pôles de compétences. À la fois système d'observation des métiers, de l'évolution de leurs besoins de compétences et centre de conception des formations au service de tout l'établissement sous la coordination de la Direction nationale du développement de la formation, lieu de renouvellement, comme vous le souhaitez, de l'ingénierie de formation. Tous nos instituts vont travailler ensemble. Je les ai placés sous l'autorité d'un même DGA, lui-même directeur de l'INET, qui forme les agents des cadres d'emploi supérieur d'IA+. Chaque institut est spécialisé dans plusieurs politiques publiques,
À Nancy, l'action éducative, la santé, la culture, la citoyenneté. À Angers, la solidarité, la cohésion sociale et l'enfance. À Dunkerque, l'aménagement et le développement durable. À Montpellier, les services techniques urbains et les infrastructures publiques. Chaque institut accueille les pôles de compétences de sa spécialité et chaque institut reçoit une responsabilité territoriale. Dans son ressort, il accueille les cadres des collectivités pour leur formation statutaire et assiste les délégations pour les aider à concevoir les formations conçues pour répondre aux demandes particulières des collectivités. Dans un établissement dont la compétence est nationale et la culture territoriale, il n'y a pas de raison de positionner ces pôles de compétences de veille d'ingénierie à Paris, d'autant que cela renforcerait le poids du siège. Je viens pour en terminer à la plus forte critique de la Cour, la cagnotte. Le CNFPT aurait commis la grave faute d'accumuler des excédents. Là non plus, on ne peut pas parler de persistance à ne pas entendre les observations de la Cour. Dans ses rapports précédents, que j'ai relus avec beaucoup d'attention, la Cour parlait en effet davantage d'exercices déficitaires, de fonds de roulement négatifs, de recettes mal perçues. Bref, le président Roseno met en œuvre pendant ses premières années de mandat une politique d'économie drastique, soumettant les délégations régionales à un régime de rigueur. Puis, une fois le réglage de la vitesse de croisière effectué, encaisse les plus-values de la hausse continue des cotisations liées aux actes suivants de la décentralisation, c'est-à-dire 6,8% par an en moyenne pendant 8 ans et dégage environ 15 millions d'euros par an. Au début de cette période, tout le monde a été d'accord avec cette gestion. C'est ça qui paraît très étonnant. Et moi-même, j'ai voté ces budgets comme les autres représentants des collectivités. Vous avez été tenté de baisser le taux de cotisation ? Je vais y revenir. Cessez de flirter avec les déficits dans un système de compte. Et voilà la partie de la réponse, où on ne dispose d'aucune réserve de prudence et où l'État ne garantit pas la perception des recettes comme il le fait pour les collectivités, ne pouvait qu'être apprécié comme un comportement raisonnable. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit la Cour à cette époque-là, au moment du redressement effectué par André Rossino des finances du CNFPT. C'est de cette période dont je parle. D'autant que se profilait à l'horizon, je le rappelle, la loi de 2007 et les réformes coûteuses qu'elle allait nécessiter sans qu'on en connaisse les contours. Lorsque ces reports d'excédents ont frôlé, et j'y viens, les 80 millions d'euros, j'ai considéré qu'on passait d'un comportement prudent à un comportement déséquilibré, à la fois en ne rendant pas autant qu'on le pouvait les services dont les collectivités avaient besoin, et aussi, je dois l'avouer, en pensant que disposer de telles réserves, à un moment où l'État ne maîtrise pas ses déficits, nous exposait à la critique. J'ai intégré cette problématique dans mon programme à la présidence du CNFPT. Je suis bien d'accord avec la Cour pour considérer que ces excédents appartiennent aux collectivités qui les ont versés et aux agents qui auraient dû en bénéficier. Mais je suis totalement en désaccord avec la préconisation que la Cour énonce sur la manière de procéder à cette restitution. Plutôt que d'imaginer une baisse de 10% de la cotisation, si on la ramène à 0,9%, qui aboutirait à mettre le CNFPT en déficit dès fin 2012, j'ai proposé à mon conseil d'administration 3 choses. Premièrement, un programme immobilier de remise à niveau, dont l'acquisition d'un immeuble dans le 12e à Paris permettant de regrouper l'ensemble des services du siège aujourd'hui répartis sur 4 sites différents, ainsi, je vous le rappelle, que l'avait recommandé la Cour dans un précédent rapport, tout en accueillant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et la FNCDG, ce qui permet d'économiser plus de 2,8 millions d'euros de loyers payés actuellement pour ces locaux par le CNFPT. Cette décision, outre les améliorations fonctionnelles qu'elle va naturellement dégager, est en plus une opération financière avisée, puisque nous échangeons des loyers qui allaient devenir exorbitants, la révision des loyers étant pour l'année prochaine, contre l'amortissement d'un excellent investissement. Elle va gérer immédiatement des économies de dépenses de location qui pourront être réaffectées aux moyens disponibles pour la formation et ainsi revenir aux ayants droit. Deuxièmement, conformément à ce que j'avais annoncé lors de mon élection et conformément à ce que demande la Cour, en rénovant pour plus de 10 millions d'euros les systèmes d'information ainsi que le recommande la Cour à l'échelle de l'établissement et en passant à la dématérialisation d'un très grand nombre de procédures et en particulier des inscriptions qui, je suis bien d'accord avec vous, posent un problème dans la mesure où elles sont réalisées aujourd'hui de manière manuelle. Troisièmement, en réinvestissant une partie de ces excédents dans la formation, ce qui a permis une hausse de l'activité de 12,7% en 2009
et à nouveau de 15% en 2010. Ce qui veut dire qu'en 2 ans, nous avons augmenté de 27,5% la production de formation de l'établissement, alors que la croissance de la cotisation dans ces 2 années cumulées a été au total de 7%. Je fais référence par là à l'inversion de tendance par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous indiquiez qu'il y avait eu 40% d'augmentation de la cotisation pour 35% d'augmentation de la production. Aujourd'hui et depuis le 2009, ou 24%, nous sommes à 27% de croissance de la production pour 7% de croissance de la cotisation. Je pense que l'inversion et la dynamique est lancée sur ce point-là. Je pense qu'il faut également évoquer la conjoncture qui est en train de changer durablement la situation financière du CNFPT. Alors que la recette de cotisation, vous l'avez rappelé, évolue en moyenne de 6,8% par an, principalement du fait de l'augmentation des effectifs territoriaux, mais pas uniquement, induit par l'acte 2 de la décentralisation, cette progression s'interrompt brutalement en 2009. En 2010, elle n'a été que de 2,55% et en 2011, nous l'avons évaluée entre 1 et 1,5%. Vous connaissez tous les raisons de cette inversion de croissance de la cotisation. Elle s'appuie sur la masse salariale des collectivités. Entre la réforme de la taxe professionnelle, la réforme territoriale et le gel des dotations de l'État pour 3 ans, il y a bien évidemment une stagnation aujourd'hui de la masse salariale des collectivités qui se met en œuvre et par conséquent, notre recette sera au mieux de 1 à 1,5% en 2011 et il est vraisemblable qu'elle pourrait même baisser dans les années suivantes puisque la démographie de la fonction publique territoriale va entraîner une forte hausse du nombre de départs à la retraite entre 20 et 30% dans les années qui viennent et donc les salaires de fin de carrière vont être remplacés par des salaires de débutants qui auront simultanément besoin de formation à un haut niveau. Avec cela, nous constatons déjà un mouvement de transfert des grandes collectivités qui achetaient auparavant autant ou davantage de formations sur le marché privé qu'elles ne nous sollicitaient. Aujourd'hui, elles se retournent vers nous et nous demandent de leur fournir ce qu'elles achetaient hier. Elles sont fondées à le faire puisqu'elles cotisent, mais cela veut dire que ça va augmenter les coûts de formation et surtout la nécessité de mettre en place une croissance qui va continuer en matière d'offres de formation. En résumé, nous attendons très prochainement un GVT négatif et un effet de ciseau caractérisé par une hausse de la demande de formation et une baisse réelle en euros de nos recettes. J'ajouterai pour vous éclairer davantage ce que représenterait pour le budget du CNFPT une baisse de 10% des recettes, c'est-à-dire si nous ramenions la cotisation à 0,9. Ces 10% représentent 32 millions d'euros de recettes. Lorsque l'on regarde où nous pourrions trouver des économies, à la hauteur de 32 millions d'euros en 2011 ou en 2012, une fois le fonds de roulement épuisé, ça prendrait moins de 2 ans, le seul poste fongible du budget serait celui des dépenses directes de formation. Il faudrait donc les réduire de 32 millions, c'est-à-dire de 20% pour équilibrer la recette. 10% de cotisation en moins égale 20% de formation en moins au moment où la montée en puissance de la mise en œuvre de la loi de 2007, la démographie et le retournement de la demande des collectivités vers le CNFPT fait que nous allons avoir une croissance très forte de la demande de formation. Il y a donc là à la fois une position que je comprends sur l'analyse du passé, mais qui n'est pas cohérente avec la situation réelle aujourd'hui de l'ensemble des collectivités et du CNFPT. Enfin, après, me semble-t-il vous avoir montré à quel point le CNFPT s'est engagé dans une rénovation de son fonctionnement, à quel point aussi il me semble que le carton rouge et la stigmatisation qui a été la nôtre ne correspond pas à la réalité de l'établissement. Je souhaite vraiment qu'un certain nombre de choses soient prises en compte dans l'analyse de notre établissement. D'abord, c'est un établissement complexe. C'est comme cela que l'analyse la Cour, et j'en suis d'accord. C'est un établissement différent des établissements habituellement examinés par la Cour, qui sont souvent des organismes d'établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous avons des règles particulières, qu'elles soient législatives ou réglementaires, et nous sommes le seul établissement public des collectivités
à l'échelle nationale. C'est donc une particularité, c'est une originalité qui a été voulue dès le départ par le législateur comme partie intégrante du statut de la fonction publique territoriale, je voudrais le rappeler. Et c'est vrai que l'instabilité législative, la loi de 2007 par exemple, qui a modifié complètement le périmètre du CNFPT, ne favorise pas la gestion de l'établissement. Il reste cependant maintenant un certain nombre de petites modifications, de précisions à apporter sur le fonctionnement de l'établissement du point de vue réglementaire qui sont liées à la superposition des textes. Nous avons, même si vous ne l'avez pas rappelé dans le rapport, vous ne l'avez pas signalé dans le rapport, il y a quelques aujourd'hui difficultés liées à l'empilement des textes, j'ai pris l'initiative, voici un an, de faire le point de cette situation, de saisir la DGCL et nous sommes en train de travailler avec la DGCL à l'amélioration d'un certain nombre de décisions, en particulier, même si vous ne l'avez pas repris aujourd'hui, sur les problématiques de délégation de signature qui sont dans le rapport intermédiaire que vous m'aviez envoyé, mais que je ne cite pas, et qui vont être réglées au travers de ces améliorations. Le CNFPT, pour conclure, a donc devant lui un chantier complexe. Il a les ressources, mais plus pour longtemps, pour les réaliser dans les meilleures conditions, si on lui laisse la stabilité d'une part dont il a besoin pour le mener à bien. La loi de 2007 a intégré l'essentiel de ce qui constituait l'accord interprofessionnel sur la formation tout au long de la vie signé par l'ensemble des partenaires sociaux. C'est dans ce cadre-là, qui a fait l'objet d'un large consensus, en étant adopté par les parlementaires de tous les groupes, que le texte a été adopté. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un nouveau texte, mais de stabilité législative et réglementaire pour faire évoluer l'établissement. Nous avons besoin d'une forte mobilisation de l'établissement. Le projet national de développement qui a été voté à une quasi-unanimité, moins de 3 voix, par le conseil d'administration porte cette volonté, se dote des instruments avec des projets de régionaux de développement, avec des projets de services, avec un nouvel organigramme, avec des lettres de mission, avec des audits, avec un suivi de tout ce qui est contrôle, audit, marché public qui se met en œuvre et auquel je suis très attaché. Et donc, je pense que le CNFPT entame une nouvelle période et je voulais simplement vous dire que cette période ne sera pas facile parce que c'est une période de réforme de l'établissement dans un même temps où nous n'avons plus les recettes d'antan. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Nous reviendrons tout à l'heure sur des questions plus précises, partant des constatations faites par la Cour. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Leroy, qui représente l'Association des maires de France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, quelques remarques simplement. Je ne vais pas être très long. Tout d'abord, ce que je vais vous dire n'émane pas d'une décision formelle du bureau de l'AMF, qui n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais de discussions que nous avons eues au sein du groupe de travail fonction publique territoriale de l'AMF. C'est donc pas une position officielle du bureau, mais des contacts que nous avons eus. Ce groupe de travail a reçu Monsieur Deluga le 16 mars et nous avons à cette occasion discuté de beaucoup de problèmes en commun et nous sommes arrivés à un certain nombre de points d'accord. Alors, un petit peu dans le désordre, un certain nombre de choses. Il faut que vous sachiez, Monsieur le Président, vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais suppléant au conseil d'administration du CNFPT, mais il se trouve que je suis aussi président d'un centre de gestion, vice-président de la Fédération des centres de gestion et membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ça fait beaucoup de casquettes, mais ça me met au cœur des problèmes de la fonction publique territoriale. Alors, quelques remarques. Tout d'abord, en ce qui concerne la loi de 2007. J'ai fait partie du groupe de travail placé auprès de la DGCL qui a discuté de cette réforme de la formation initiale. Et nous étions tous d'accord dans ce groupe de travail pour dire qu'il faut mettre en place une formation initiale pour les catégories C. Ça n'existait pas, il n'y avait rien pour les catégories C, ça nous paraissait absolument indispensable. Les représentants du CNFPT qui étaient présents ont dit oui, d'accord, mais ça doit rester, cette formation initiale doit rester à enveloppe constante. Ce qui paraissait assez logique. Alors, il se trouve que nous avons peut-être mal étudié les estimations de coûts,
puisque il semblerait que la formation des catégories C n'ait pas coûté aussi cher maintenant qu'on le pensait, et qu'on pourrait peut-être redégager quelque chose pour les catégories A, puisque notamment en catégorie A, tout le monde est d'accord pour dire que cette formation initiale, ces 5 jours, est insuffisante. Bon, donc il y a peut-être là une réflexion à mener pour rééquilibrer les choses sur ce point. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais est-ce que ne vous êtes pas dit, c'est peut-être l'occasion de baisser la cotisation, parce que c'est ça qui préoccupe le budget des maires, en principe, non? Non, nous n'avons à aucun moment dans le groupe de travail eu ça vient pas à l'esprit, de baisser les cotisations. Non, parce qu'on voulait quand même qu'il y ait une continuation de formation. N'oubliez pas que dans notre fonction publique territoriale, il y a 75% d'agents de catégorie C, que c'est donc l'essentiel de nos agents, et qu'à partir du moment où on mettait 5 jours de formation initiale obligatoire, c'est forcément des sommes importantes. Vous savez, nous vivons dans une période où nous essayons d'imaginer ce que pourrait être le recul de la dépense publique, dans l'intérêt aussi des collectivités territoriales. Hein. On est bien d'accord, si on peut baisser des choses, on peut toujours les baisser. Hein. Deuxième remarque, en ce qui concerne la préparation de la loi de 2007 avec les centres de gestion, comme le disait le Président tout à l'heure, je crois que nous avons eu une bonne collaboration entre centres de gestion et le CNFPT. Les concours sont maintenant pratiquement mis en place à l'échelon national partout. En ce qui concerne l'instabilité de la Fédération des centres de gestion, j'ai été l'un des premiers à la regretter. Elle est maintenant réglée. Nous avons maintenant une institution qui fonctionne et qui fonctionne bien et qui va pouvoir régler les derniers détails, notamment de relations avec le CNFPT. Nous sommes obligés de travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers. Il ne peut pas en être autrement. Deux pistes peut-être de réflexion en ce qui concerne les formations, notamment pour les petites collectivités. Je suis élu d'une petite collectivité et ce sont elles que je défends. Je connais moins les très importantes. Je crois qu'il est extrêmement important, on l'a déjà dit en conseil d'administration du CNFPT, de développer les formations de proximité. On a beaucoup parlé de l'absentéisme des agents lors de ces formations. Il est évident que si vous demandez à un agent de catégorie C de faire 50, 60 ou 70 km pour aller à une formation, il n'ira pas. Peut-être, mais bon. Donc il faut impérativement... oui. Mais pour ça, il y a des solutions. Hein. Il y en a déjà un certain nombre qui sont mises en place. Des solutions qui font que c'est la formation qui se rapproche de l'agent. Et notamment en Ile-de-France, nous avons mis en place les formations d'initiative locale. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup, énormément. Hein. Des communes se regroupent sous forme d'une intercommunalité ponctuelle au sein d'un canton, par exemple, et c'est le formateur qui se déplace. Moi, je crois qu'il faut absolument tendre vers ce genre de choses. Toujours sur les petites communes, je crois qu'il y a un gros effort à faire aussi sur les plans de formation dans ces petites communes. Vous savez que les plans de formation sont censés passer au comité technique paritaire. Il se trouve que pour les petites communes, c'est le centre technique paritaire, le comité technique paritaire du centre de gestion, pour les moins de 50 agents. Dans mon département, il y a en gros 800 collectivités qui relèvent du CTP, du centre de gestion. Si j'ai 5 plans de formation par an, c'est un grand maximum. Ça veut dire qu'il y a là un gros travail pour aider les petites collectivités à mettre en place ces plans de formation. Ça me paraît fondamental. Bon, il est évident que pour tout ce qu'a dit la Cour des comptes, il y a des choses qui sont logiques, les prestations fournies, la commande publique qui n'est pas respectée, les frais de déplacement qui sont importants. Je ne vais pas reprendre toutes les critiques qui sont faites. Ces critiques, elles doivent être prises en compte, elles doivent être aménagées, enfin corrigées. Je pense que le CNFPT est le seul établissement national qui représente la fonction publique territoriale. La Fédération des centres de gestion étant une association et pas un établissement. Hein. Et c'est donc quelque chose d'extrêmement important que ce soit le seul établissement qui représente réellement la fonction publique territoriale. Il est géré par un conseil d'administration qui est paritaire, formé à moitié d'élus, et les représentants de l'AMF, et M. Delugar en est un, siègent avec les représentants de l'ADF et de l'ARF, et puis les représentants des organisations syndicales. Et à notre avis, c'est à ce conseil d'administration de rectifier ce qui doit l'être et de prendre en compte toutes les observations sur proposition, bien évidemment, du président
Et ce que je peux dire en conclusion, c'est que le président a d'ores et déjà fait un certain nombre de propositions et que nous lui faisons confiance pour faire les autres propositions adéquates au sein de ce conseil d'administration qui les prendra en compte, j'en suis sûr. Merci, Monsieur Leroy, pour ce point de vue de l'Association des maires de France. Nous allons passer à la phase questions et je voudrais m'y risquer brièvement sur des points très ponctuels, Monsieur le Président. Et par exemple, cette observation faite par la Cour à propos de l'absentéisme des stagiaires, absentéisme très élevé, 20%. Des gens s'inscrivent et ne viennent pas. Comment explique-t-on cette situation et quelles sont les démarches d'entreprise pour y porter remède? Deuxième observation que je retiens, la Cour met en évidence le fait que vous n'avez toujours pas de comptabilité analytique et que finalement votre conseil d'administration doit avancer avec un système d'information pour le moins lacunaire. Alors on a bien noté que votre préoccupation c'était d'accumuler des réserves. Au fond, si on faisait le bilan, la situation patrimoniale du CNFPT, on aurait en situation nette, c'est-à-dire en réserves accumulées, l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires. C'est exceptionnel. Vous avez quoi, 320 millions, non? Ce jour, lorsque le compte administratif 2010 va sortir, nous aurons 50 millions. Donc nous sommes loin des chiffres qui avaient lieu il y a 3-4 ans. Je vous rappelle que vous parlez de la période 2004-2008. Vous parlez du fonds de roulement ou des réserves accumulées? L'excédent cumulé compte administratif 2010 sera autour de 50 millions. Donc nous sommes loin des chiffres que vous évoquez pour une période passée. Ce qui explique ma position sur l'évolution de l'établissement, l'affaiblissement de la croissance des recettes et l'augmentation des dépenses. Il faudrait qu'on clarifie ce point. Moi j'avais noté que les réserves accumulées s'élevaient à 320 millions. 50. Alors c'est 50 ou c'est 320? Bah écoutez, moi je vous enverrai le compte administratif. Non mais le compte administratif, vous savez très bien que la comptabilité publique est ainsi faite que ça ne sert à rien quand on veut faire un peu de gestion. Oui. C'est parfait parce que c'est régulier, mais alors pour trouver l'image fidèle de la situation, il faut vraiment se gratter. Hein. Mais écoutez, donc, on demandera à Bercy de faire quelle est la situation formation patrimoniale? Moi, je pense que ce serait une grande urgence que d'avoir dans les collectivités territoriales des comptabilités qui ressemblent à des instruments de pilotage. Écoutez, moi je ne peux pas laisser dire qu'il y a 350 millions au CNFPT, pas dit 350, j'ai 320. Ou même 320, qui en fait le montant du budget, alors qu'en réalité il y en a 50. Donc je ne sais pas vous le dire autrement. Sur les deux autres points que vous évoquiez... Alors attendez, je ne suis pas terminé. Oui, alors, je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence quand vous disiez que vous aviez engagé une action, mais comment se fait-il que l'on ait pu, qu'une délégation du sud de la France ait pu rémunérer de 2005 à 2009 pour un total de 106 000 € une personne qu'on n'a toujours pas identifiée pour des prestations apparemment fictives? C'est mon dépôt de plainte, Monsieur le Président. Et maintenant, ça y est, on tire ça au clair et on va... Ah oui, ça, on fait plus que le tirer au clair. Mais je vous laisse, peut-être, si vous avez une autre question, je vais vous répondre sur l'ensemble. Dernier point, il y a pour les directeurs des indemnités de fonction au titre de la nécessité absolue de service. Or, manifestement, il n'y a pas de nécessité absolue de service. Est-ce que vous avez remis ça en cause? Ça représente, au dire de la Cour, 90 000 €. C'est noté. Et alors, enfin, sur les réserves, je souhaiterais que l'on tire ça au clair, parce que dans une réponse que vous avez adressée à la Cour, vous faites apparaître de 2002 à 2009 des excédents, et on voit, page 323, c'est dans le rapport de la Cour, une accumulation de 113 420 000. Absolument, je vais vous répondre, simplement regardez la date. Alors, donc, depuis où sont... Alors, ça veut dire je vais vous dire où ils sont passés. Vous avez fait un déficit en 2010? Non. Mais s'il n'y a pas de déficit, je ne vois pas comment on a pu manger
Monsieur le Président, réserve. ou vous faites la réponse à ma place ou vous me laissez répondre. Donc je vais vous répondre là-dessus. Alors, dans l'ordre, sur l'absentéisme, qui est une vraie difficulté, dans l'établissement, qui avait été bien identifié par mon prédécesseur André Rossineau, qui a lancé un certain nombre de mesures. Alors il y a deux choses qu'il faut bien voir dans l'absentéisme. Il y a dans l'absentéisme, d'abord, la mécanique de l'absentéisme dans les collectivités territoriales. Il n'y a pas que au stage qu'il y a de l'absentéisme. Donc quand vous avez un taux de 10 à 12 ou 13% d'absentéisme dans les services, vous le retrouvez obligatoirement dans les formations. Il faut avoir ça en tête. Ensuite, vous avez une part de l'absentéisme qui est liée au fait qu'au dernier moment, l'employeur ne laisse pas partir l'agent parce qu'il y a une difficulté, une nécessité, un besoin, un remplacement. Et puis il y a le fait, effectivement, et ça concerne essentiellement les catégories C, que nous sommes dans une situation où les catégories C sont peu mobiles. Et par conséquent, les catégories C, lorsqu'ils s'inscrivent à un stage, souvent, enfin en tout cas là plus fort qu'ailleurs, ils ont une difficulté à se déplacer pour aller par exemple à la métropole régionale. Et c'est un fait objectif reconnu de tout le monde. Et donc j'ai engagé, et l'AMF l'a souligné, un profond changement dans la façon d'organiser les stages. Et la Cour l'a signalé tout à l'heure au travers d'un mot, la territorialisation. C'est-à-dire que l'idée que nous sommes en train de mettre en œuvre, et de manière très forte, il y en a déjà une grande partie des formations qui sont mises en œuvre comme ça, c'est non plus de faire venir les stagiaires sur la métropole régionale ou départementale par exemple, de déplacer 30 stagiaires, mais de déplacer les 2 formateurs sur un territoire, un bassin d'emploi, un regroupement d'intercommunalités pour faire cette formation. Depuis que nous avons mis ça en place, là où nous l'avons mis en place, et ça va se développer, c'est dans le projet national de développement, eh bien nous avons une baisse du taux d'absentéisme assez fort. Cela dit, ça reste une préoccupation pour nous et ça fait partie, nous avons 1 ou 2 délégations expérimentales qui font des rappels pour vérifier que les gens viennent et donc c'est une préoccupation que nous prenons en compte. Sur la comptabilité analytique, écoutez, je ne peux pas vous dire qu'il y a une comptabilité analytique puisqu'il n'y en avait pas. Donc je vous le confirme, il y a un petit bout de comptabilité analytique et dans le projet national de développement, j'ai fixé pour objectif, et cela a été voté, de développer cette comptabilité analytique. Donc ça fait partie des engagements que j'ai pris auprès de la Cour. Sur la délégation du Sud, les choses sont aujourd'hui totalement connues, mais je comprends qu'on ne puisse pas les écrire nominativement, dans la mesure où il y a une procédure judiciaire en cours. Donc l'inspection générale de l'établissement a identifié des dysfonctionnements sur un cas précis, a fait un rapport et au vu de ce rapport et de la gravité de la situation que j'ai trouvée, j'ai déposé plainte et il y a une action judiciaire en cours. Donc, mais difficile de vous en dire plus, mais je peux vous assurer, je vois le président de la Chambre qui hoche la tête, que nous connaissons parfaitement les faits, qui, quoi, et je pense que nous sommes d'ailleurs portés partie civile pour récupérer les fonds qui ont été détournés. Et comment ça peut se produire, une affaire comme ça? Ça peut se produire comme dans toute entreprise et tout service, quel qu'il soit, où il y a parfois des gens malhonnêtes particulièrement intelligents et qui arrivent à détourner les systèmes. Mais vous remarquerez que c'est le CNFPT qui a identifié la fraude. Ce qui veut dire que, malgré tout, notre système de contrôle et notre inspection générale est efficace, puisqu'elle a trouvé la fraude. Voilà, donc sur les logements de fonction par nécessité absolue de service qui sont prévus par la loi de 99, jusqu'à présent, c'est la première fois que la Chambre, en ce qui me concerne, aborde ce sujet, le contrôle de légalité n'a pas fait d'observation lorsque ces mesures ont été prises par l'établissement. Et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une confusion de texte entre ceux qui s'appliquent à l'État et ceux qui s'appliquent aux collectivités territoriales, mais nous allons regarder ça de manière précise. Sur les réserves... Si vous permettez, la Cour dit que vous avez un système d'indemnité qui est plutôt généreux. Alors peut-être oui, que ces indemnités de logement
Il ferait peut-être qu'il y ait moins de monde à Paris, moi je ne me rends pas compte. Écoutez, Monsieur le Président, la Cour me demande de mettre en place un système de contrôle et d'audit. Je vais donc le faire. Je suppose qu'il va falloir recruter, ou bien par mutation, redéploiement interne, si nous en avons les compétences, on va regarder, ou bien par l'apport de spécialistes sur un sujet aussi essentiel pour l'établissement, un certain nombre de fonctionnaires. Donc je ne vous garantis pas que je ne vais pas recruter une ou deux ou trois ou quatre ou cinq personnes au siège. Nous avons là une logique. Maintenant, dans une des préconisations de la Cour qui reprend ce que j'avais proposé dans le PND, c'est-à-dire la refonte totale du système d'information, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons sur un certain nombre de territoires ou de délégations les inscriptions manuscrites qui sont ressaisies localement dans le système informatique. Tout ça va disparaître. Ce sera une saisie directe, une dématérialisation des procédures. Nous allons donc récupérer un certain nombre d'emplois. Je parle des emplois. Je ne parle pas de ceux qui les occupent. Nous allons récupérer un certain nombre d'emplois qui pourront être réaffectés à d'autres tâches. Et donc nous allons, par redéploiement, participer à la réorganisation de l'établissement. Ce sera d'ailleurs beaucoup plus valorisant pour ces personnels que de faire de la saisie toute la journée. Et je pense qu'en même temps, ça permettra une liaison directe, une fluidité, une réactivité vis-à-vis des collectivités territoriales et des agents beaucoup plus fort. Sur le dernier point de la réserve, alors je recherche ma petite fiche interne. Voilà. Donc nous avions en 2009 113 442 000 euros. C'est à ça que vous faites allusion. Et écoutez, plus précisément, page 300 du rapport de la Cour, en bas de page, les bilans confirment la particulière aisance financière du CNFPT, accroissement des fonds propres, disponibilité abondante, endettement réduit. En 2009, les fonds propres atteignaient 326 700 000 euros. En 5 ans, le solde du compte Trésor public a été multiplié par 4, passant de 27,9 millions à 108 700 000. C'est quand même pas mal. On parle de deux choses différentes. Les fonds propres, c'est l'actif. C'est-à-dire les bâtiments qui appartiennent au CNFPT. Les fonds propres, c'est l'actif moins les dettes. Oui. Mais il se trouve que le CNFPT utilise, soit en propriété, soit en location, 150 000 m² de bâtiments. Donc, vous avez là les fonds propres. Moi, je vous parle de l'excédent annuel et donc de la recette qui permet d'équilibrer le budget. Elle était de 110 millions, je crois, c'est pour ça que je me trompais de tableau, et elle est aujourd'hui de 50 millions. Maintenant, si vous me dites qu'il faut vendre la totalité des bâtiments du CNFPT pour à la place louer pour faire des formations, quand on sait par exemple que nous dépensions, jusqu'à ce que nous achetions les nouveaux locaux du siège à Paris, pour 600 000 euros par an de salles intramuros dans Paris ou dans la région Île-de-France, je ne pense pas que ce soit un bon choix de gestion. Je pense que le bon choix de gestion, c'est d'avoir, et je suis d'accord avec vous, une analyse très fine du patrimoine immobilier, des investissements et des achats, de façon à bien calibrer ce dont nous avons besoin, mais plutôt d'être, comme nous le faisons à Paris, sur un siège dont nous sommes propriétaires, que d'avoir des coûts de fonctionnement en location qui sont considérables à l'échelle nationale et que je souhaite faire baisser, soit en rachetant un certain nombre de bâtiments, soit en modélisant mieux nos besoins en matière de salles. Mais sur l'excédent lui-même, il a aujourd'hui été réduit de 50%. Et d'ailleurs, je vous en ai donné des explications. Il y a 3 explications. Il y a bien sûr des investissements immobiliers, mais il y a la croissance de 27% en 2 ans de notre production, qui bien sûr consomme des crédits, et puis il y a l'opération de système d'information qui est une demande forte mais que je porte de la Cour mais que je porte totalement, qui est d'avoir un nouveau système d'information qui à l'échelle de ce qu'est l'établissement représente un investissement de 10,5 millions d'euros pour être extrêmement précis. La Commission des finances du Sénat a donc auditionné le président du Centre national de la fonction publique territoriale et le rapporteur général de la Cour des comptes suite aux anomalies sur la gestion du CNFPT pointées dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Dans quelques instants, Bernard-Henri Lévy est l'invité de Preuve par 3. Très bonne soirée sur Public Sénat.